Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Karma, a été réalisée le 10 décembre 2020. Ces derniers jours, j'ai souvent entendu le mot karma, dans différentes situations. Il y a une connotation tellement négative que cela m'agace parfois de l'entendre. Il a été popularisé comme quelque chose de négatif, au lieu de transmettre ce qu'il est réellement. Oui, c'est ça. Il est devenu synonyme du mal. Tu as un mauvais karma. C'est ton karma. Quel karma pesant. Cela reviendra sous forme de karma. Je ne peux rien y faire, c'est mon karma. Même moi, je me dis que ce que je fais cette année et l'année prochaine fait partie de mon karma et parfois je le vois comme un regret. Mais qu'est-ce que le karma en réalité? Le mot karma vient de la langue sacrée brahmi, que vous appelez sanskrit. C'est un mot composé de deux autres mots, kar, qui signifie action-cause, et man, qui signifie penseur, celui qui pense. Ensemble, ils forment un concept qui fait référence à l'action qui affecte le penseur. Un être humain est un être pensant, et par la pensée il projette une énergie motrice que nous appelons émotion, qui pousse la machine à l'action. Mais toute action a un effet, un résultat qui modifie le penseur, change sa façon de voir, lui apprend. L'oiseau qui observe depuis son nid a une impulsion intérieure qui l'incite à se lancer dans le vide sans connaissance préalable. Seulement l'observation. Il réfléchit, calcule, ressent, et à un moment précis, il décide de sauter dans le vide. En tombant, la réaction s'active, qui est l'effet de l'action entreprise de sauter dans le vide, et cela signifie qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, car il est déjà en train de tomber dans le précipice. Et donc, l'action entreprise conditionne le penseur. Maintenant, avec la chute, l'oiseau a deux options en conséquence de la cause. Heurter le sol à grande vitesse ou battre des ailes et s'envoler. Donc, le karma n'est pas quelque chose de conditionnel au point de dire si tu sautes, tu te feras mal. Non, le karma est simplement la conséquence de tes actions. Et peu importe qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ce qui compte, c'est la façon dont tu réagis pendant l'élan de l'action précédente, la façon dont tu agis pendant le processus. Ce qui peut être une mauvaise décision pour une personne, peut être la solution à ses problèmes pour une autre. Ce qui différencie l'une de l'autre, c'est sa capacité à adopter des aptitudes et des attitudes au moment de prendre ses responsabilités. Le karma est comme une épreuve, un examen que l'on se lance à soi-même pour se dépasser. Ce n'est pas un jugement imposé par l'univers. Cela signifie que l'on peut décider de vivre ou non son karma. Le karma est comme un apprentissage. Tu prends une décision et cette décision te mènera à une action qui aura probablement des résultats inattendus et tu en tireras des leçons. Le karma n'est pas un jugement, mais une conséquence de vos propres actes, mais il peut néanmoins vous déterminer. Comment peut-il me déterminer? Vous ne pouvez pas arrêter une vague d'une seule main. Si vous avez provoqué une marée, vous aurez des vagues en conséquence. Et peu importe à quel point vous les niez, elles seront là, vous poussant vers les courants. Tu t'es imposé ces conditions. Le problème est que nous ne sommes pas cohérents avec ces choix. C'est-à-dire que nous ne sommes pas cohérents et nous devenons inconscients, agissant par réflexe au lieu d'être responsables et de prendre des mesures conscientes. Lorsque tes actions sont réalisées en pleine conscience, le karma t'apprend à voler en tombant du nid. Mais si tu réagis de manière inconsciente, le karma te projettera de toutes ses forces contre le sol. Et tout comme les vagues, les marées, tout ce que tu n'as pas appris doit être revu. Tôt ou tard, tu devras sauter à nouveau. Car si ton programme dit que tu dois voler,
Peu importe à quel point tu le nies, la vie te mettra face à des précipices. Bien sûr, le système que j'ai moi-même programmé pour moi-même se répète jusqu'à ce que j'apprenne. C'est pourquoi j'avais associé le karma à l'apprentissage. Le karma ne signifie pas que si j'ai fait quelque chose de mal, il m'arrivera des choses mauvaises, ou que si j'ai fait des choses bonnes, il m'arrivera des choses bonnes. Mais le karma me rappelle simplement que je suis responsable de mes actions conscientes et inconscientes. La vision du bon et du mauvais karma est moraliste. Tu te souviens de ce qu'était la morale? Des normes imposées par une culture en fonction du lieu ou du contexte dans lequel elle vit. De Maurice, qui signifie habiter. Bien. La religion et la philosophie sont essentielles au développement moral d'un peuple qui recherche l'harmonie entre ses différentes composantes. Les concepts spirituels sont transférables et peuvent être partagés comme des valeurs. Ainsi, de la même manière que pour les chrétiens, il existe le concept de péché et de pardon. Pour les cultures brahmis, il existe le karma et le dharma. Si le karma est l'action qui affecte le penseur, le dharma sera ce que le penseur a réussi à posséder. Dar signifie possession, loi. Cela implique donc que le penseur a appris quelque chose de nouveau et que cela est désormais sa loi, ce qu'il possède comme une certitude. Sur le plan moral, l'explication simpliste du karma et du dharma consisterait à dire qu'il faut faire attention aux actions que nous accomplissons car elles peuvent conditionner notre vie de manière négative et qu'il faut donc bien se comporter pour avoir un bon karma qui nous mènera au dharma, au bonheur. Ainsi, bien avant l'existence des lois sociales et normatives d'un système judiciaire, les cultures régulaient le consensus et l'ordre social à l'aide de concepts philosophiques qui ne voulaient pas exprimer spécifiquement la loi du bien et du mal. C'est pourquoi, lorsque les cultures orientales se mélangent avec les cultures occidentales, les notions de karma et de péché se confondent, donnant naissance à l'idée que le karma équivaut au péché chrétien. Ainsi, sans dire si tu fais quelque chose de mal, tu iras en enfer, nous disons si tu fais quelque chose de mal, cela te reviendra sous forme de karma, ce qui revient au même, mais sans la connotation chrétienne médiévale. C'est vrai, on a donné à un mot un poids qui ne lui correspond pas. Le karma doit être considéré comme aller à l'école. Tu as différentes matières, différents professeurs qui t'enseignent des choses. En fonction de tes capacités et de tes aptitudes, tu apprendras d'une manière ou d'une autre. Et c'est la méthodologie que tu utilises qui aura des conséquences à la fin de l'année. Là, les professeurs te diront si tu dois repasser certaines matières ou non. Tu passeras donc tes vacances à étudier pour pouvoir réussir ces matières en suspens. Sinon, tu devras redoubler toute l'année suivante. Je vois quand même un problème dans ce système. Le concept est axé sur la réussite et non sur l'apprentissage. Excellent. C'est là que tu as trouvé la raison pour laquelle la société actuelle considère le karma comme quelque chose à surmonter, à passer, à éliminer le plus rapidement possible de nos vies et à continuer d'avancer au lieu d'intégrer et d'apprécier l'assimilation de l'information. Parce que la société actuelle est conçue pour se dépasser, passer par-dessus, réussir, accumuler des titres, pouvoir dire ⁇ Je l'ai passé, je l'ai surmonté ⁇ et puis, Ensuite, il se passe ce qui nous arrive à tous, que plusieurs années plus tard, un problème lié à ce que j'aurais dû apprendre à l'école primaire surgit et que je ne sais pas comment le résoudre. et là, le karma se réactive. Le karma n'est pas quelque chose qui doit être surmonté. C'est quelque chose qui doit être intégré comme les ombres. Vous ne pouvez pas affronter les ombres pour les effacer, mais pour les comprendre et les utiliser dans votre processus de croissance. C'est pourquoi les gens considèrent le karma comme quelque chose à surmonter dans leur vie, à résoudre pour se sentir libre. Mais le karma est l'action qui affecte le penseur. C'est la capacité d'être transformé par nos propres créations. C'est pourquoi vous pouvez créer un bon karma, ce que les Occidentaux appelleraient un bon apprentissage ou un processus d'intégration. En repensant à mon année, l'une des choses qui me vient toujours à l'esprit est que le 23 février 2022, je mettrai fin à mon karma de 12 000 ans. Je me libère du poids et de la responsabilité de ma tâche avec le passé.
Je clôt ce que je suis venu faire en relation avec ma vie, à Kem, sur le Nil, et je commence à vivre ma vie, ici et maintenant, en relation avec l'avenir. Avant, je voyais cela comme un karma lourd, comme quelque chose que je devais faire quoi qu'il arrive, parce que c'est l'écho de cette action que j'ai entreprise il y a si longtemps et qui m'affecte aujourd'hui. Moi qui pense, mais maintenant, je le vois comme un apprentissage, comme si, en pleine chute, j'apprenais à voler. Le karma n'est pas déterminant. Le karma est un écho qui te rappelle ce que tu dois revoir et intégrer. Mais toi seul peux décider comment tu vas le faire, comment tu vas le vivre. Tu te libères de la condition du karma lorsque tu deviens toi-même inconditionnel. Tu te libères du karma lorsque tu te libères des préjugés moralistes et déterminants pour te lancer dans l'aventure d'apprendre, d'intégrer, de transcender. Lorsque vous vous libérez de la culpabilité de vos actes, C'est un autre grand sujet. comment prendre conscience du karma que nous avons avec les autres? Nous sommes tous des nœuds dans un réseau. Nous sommes tous interconnectés dans de nombreuses dimensions à travers le temps et l'espace. Par conséquent, nous avons tous des choses à apprendre les uns des autres. Personne ne détient la vérité. Chacun en détient une partie. Vous ne pouvez rien attendre de personne, seulement prendre ce dont vous avez besoin de chacun pour compléter votre image et pour recevoir ces parties. Vous devez aimer votre prochain comme vous vous aimeriez vous-même, car l'amour est la résonance qui permet de partager ce karma. Et l'amour a de nombreuses fréquences, des plus basses, comme la haine et la rancœur, aux plus élevées, comme le bonheur et la plénitude. L'interaction amoureuse entre les parties peut être conditionnelle ou inconditionnelle. Les premières, limitant vos possibilités en vous faisant croire que vous n'avez d'autre choix que de vivre ce qui est censé être votre karma. Et les secondes vous amènent à vous ouvrir aux possibilités infinies de vous expérimenter et de vous intégrer dans l'expansion. La conscience réside dans votre capacité à être conditionnel ou inconditionnel dans vos liens. En effet, l'inconscience vous maintient lié aux personnes par des conditions karmiques, tandis que la conscience vous rend libre des personnes par l'inconditionnalité karmique dans laquelle vous pouvez interagir sans attente de temps ou d'espace. Donc, d'une manière ou d'une autre, le karma ne dépend pas de l'univers, mais des décisions conscientes et inconscientes de l'individu. C'est exact. Qu'en est-il de ce que l'on appelle le conseil karmique? C'est une façon d'humaniser ce qui, dans la sixième dimension, est vu comme une roue énergétique qui pousse l'énergie inconsciente, positive et négative, qui, par polarité, n'a ni axe ni direction propre. Le conseil karmique est comme un moteur énergétique qui ordonne les vibrations par résonance en paquets de données. Ainsi, les âmes qui vivent dans l'inconscience de leurs actes sont classées dans des circonstances similaires à leurs vibrations afin qu'elles puissent continuer à essayer l'intégration. Donc, il existe un système qui conditionne. Bien sûr, parce que vous avez décidé d'être inconscient. C'est comme blâmer le système parasympathique de votre corps de faire battre votre cœur sans votre permission consciente. Ah ah, je comprends. Si le système parasympathique devait me demander chaque jour comment faire battre mon cœur, je serais mort depuis longtemps. C'est pourquoi tu as le système parasympathique pour s'occuper de tout ce dont tu n'es pas conscient, le conseil karmique. Et puis, tu as le système sympathique pour prendre tes propres décisions. En d'autres termes, si tu nourris bien ton corps physiquement et émotionnellement, à partir de ta conscience, ton cœur n'aura aucun mal à battre à partir de ton inconscience. Le karma et le dharma sont donc un cycle, comme la mort et la renaissance, qui traversent le temps et l'espace, un héritage, Le grand héritage. comme le livre que j'ai écrit. Le karma est l'héritage que nous nous transmettons à travers le temps. C'est comme ce coffre mystérieux que tu transmets à tes petits-enfants dans ton histoire et avec lequel ils devront décider quoi faire dans leurs actes. Je sens que ce que tu me dis, c'est de me préparer à cette éclipse, mon propre héritage, mon propre karma.
Dans cette réalité parallèle, je l'ai fait depuis l'inconscience. Il est temps de le faire depuis la conscience. Et là, tu répareras la grande erreur que tu as commise. Alors, es-tu prêt à recevoir ton propre héritage et cette fois-ci, à le faire en toute conscience? Oui, je suis prêt. Tu sais, c'est toi qui es la clé du portail.